Jean, avec le sport et un week-end chargé encore, puisque on arrive au bout du bout, et notamment pour les basketteuses qui ont plutôt réussi leur coup qui sont allées s'imposer en demi-finale à Perpignan, pour qui c'était une grande première, puisque c'est leur première participation dans cette ligue féminine. Elles sont allées s'imposer 71-66. Elles ont été en tête du début à la fin, sauf 40 secondes à 5 minutes de la fin. Donc c'est plutôt de bon augure pour le match retour, qui se jouera vendredi soir à 20h. Au Palais des Sports de Latte. Et de l'autre côté, c'est Bourges qui a pris 10 buts d'avance sur Lyon. Donc oui, là, il y a peu de chances qu'elles chutent et elles ont quand même 12 titres. Oui, on s'achemine vers un nouveau finish Bourges-Montpellier comme l'année dernière. Voilà, en espérant que le résultat soit inversé. Rapidement, un mot de rugby avec le sprint final du MHR. Oui, et un gros match à venir au Stade Yves du Manoir samedi après-midi à 15h avec la réception de Toulouse. Toulouse qui est 3e avec 73 points. Montpellier 63 points. Il y a 10 points d'écart entre le 6e et le 3e. Perpignan est juste derrière 7e avec 57 points. En gros, il faut que Montpellier joue au mieux et ça risque de se finir face à Perpignan à la fin du championnat pour une place dans les playoffs. Il faut battre Toulouse. Le handball, là aussi, les playoffs pour les filles du HBCN. Chez les filles, le HBCN est allé perdre à Mios 30-27. 3 petits buts. 3 petits buts. Ça se remonte dans ce quart de finale retour. Mais il faudra être prudent. Ça se joue samedi à 20h au Parnasse. Au Parnasse, soyez nombreux à aller soutenir les Lyonnes. Et si elles s'imposent, elles retrouveront Fleury en demi-finale. Dans l'autre partie, c'est le Havre ici. Et pour l'instant, ici, c'est imposé d'un petit but face au Havre. Voilà, mais enfin, il faut déjà passer face à Mions, c'est pas facile. Et puis, les Nîmoises, des fois, elles calent un peu sur les dernières marches. Donc là, vraiment, il faudra s'arracher. On dit un mot des garçons en handball ? Eh ben oui, parce que en Pro D2, l'USAM est toujours premier, reçoit Chartres qui est 6e. C'est vendredi à 20h30. Et puis le MHB, après la trêve internationale, retrouve le chemin du Palais des Sports René Bougnol avec un MHB Créteil qui sera prometteur. Et puis, rapidement, un mot de foot, parce que Patrick Vignal a des choses à nous dire sur le sport. Oui, un mot de foot avec les 32e journées. Plus, c'est pas compliqué. Pas d'hebdo. Paillade Hebdo, ce soir 20h45, suivi de l'émission de Christophe Chez avant le match. Croco Hebdo, l'avant-match. Bordeaux MHSC samedi et Nîmes-Dijon vendredi soir. Au Costières, voilà. Nîmes-Dijon, c'est chaud, 6e contre le 7e. Ouais, ça va être un bon match. De points. Patrick Vignal, est-ce que l'agglomération, la ville de Montpellier ont encore les moyens d'entretenir, alors j'ose même plus dire 5 clubs, mais c'est parce que c'est encore plus que ça au plus haut niveau. 22 clubs de haut niveau en fait. Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a le club d'excellence, c'est-à-dire le foot, le rugby, le hand, le basket féminin, le water polo. Et moi je pense qu'aujourd'hui il faut penser Europe. Parce que penser Europe, c'est penser grand. Et il faudra qu'on ait une vraie réflexion sur l'aide financière. Je pense qu'il faut encourager encore plus le mécénat et l'entreprise. Bon, la ville de Montpellier, sa mission, c'est le sport populaire. Mais je pense que ce soit l'agglo, département de la région, oui, il faut qu'on se pose la question du mécénat et de l'entreprise. Et le maire de Paris se l'est posé déjà. Je suis convaincu que même aussi, si on allait plus loin, on pourrait faire un grand club d'entreprise, des clubs de haut niveau. Et si un jour on arrivait encore à dépasser un petit peu la vision trop sectaire, c'est un club omnisport qui réunirait le hand, le rugby, le foot et le basket féminin. Omnisport, carrément. Oui. C'est-à-dire que vous arriveriez à concilier Moed Altrad, Louis Nicolin et puis d'autres fortes têtes comme ça sur un seul et même club. Vous savez quand même l'histoire du sport de haut niveau, c'est Louis Nicolin. C'est plus qu'un mécène. Il aime cette ville, il aime son club. La Paillade a démarré avec un bungalow. Il a même eu un projet de club omnisport. Et il avait ce projet-là. Dans les années 90, mais je crois me souvenir que c'est Georges Frêche qui l'a un peu rafraîchi sur ce. On va le dire, puisque c'est sa langue de bois. Georges Frêche, à l'époque, avait peur que Louis Nicolin, en ayant un grand club omnisport, il puisse être candidat à la mairie, mais tous ces temps sont dépassés. Donc je pense qu'une alliance avec Louis Nicolin, avec peut-être Mohamed Altrad ou d'autres personnes, je pense qu'il est temps. On demande aux politiques de fédérer les collectivités. Donc je suis convaincu qu'un grand club omnisport. Pour l'instant, ça va doucement pour la fédération des collectivités. On commence à s'aimer. Laissez-nous un peu de temps quand même. Il faut qu'on s'apprivoise. S'apprivoise. Vous voyez, j'arrive pas encore à le dire. Il faut que je m'entraîne. Donc, un grand club de haut niveau, ça serait bien. Des équipements partagés et un grand club de partenaires.
Est-ce qu'on a des images? Oui, on a des images. On voulait vous les montrer rapidement. On a même un interview. Ça s'est passé hier soir à Prouesse-Saveur. Regardez, Marco Foyo a proposé, a offert pour une magnifique vente aux enchères au profit de Enfance et Partage ces boules de pétanque. Il y avait également Aurélien Evangelisti qui a offert un pavois. Et puis William Acambré Dadou qui lui a offert un portrait de l'équipe du MHSC. Une vente aux enchères au bénéfice, je l'ai dit, d'Enfance et Partage, sous le parrainage amical de Julien Thomas, à l'initiative de l'Académie des Neufs. On écoute normalement Julien Thomas, c'est parti. Il y a des maillots qui sont mis aux enchères, pas mal d'objets de certains joueurs, voire de personnalités montpelliéraines ou autres sportifs. Voilà, il y a une enchère qui va se faire au cours de la soirée et puis on espère rapporter maximum d'argent justement qui va être reversé à cette association. Donc j'espère que tout le monde va mettre un petit peu la main à la poche. Tout le monde n'a pas forcément la chance de naître égaux, comme la déclaration des droits de l'homme le stipule malheureusement. Donc voilà, il faut pouvoir aider les gens qui n'ont pas les moyens et qui ne démarrent pas dans la vie avec les mêmes chances que les autres. Voilà, avec Marlène qui arrive pour les titres 0800 05 12 34, le numéro d'appel gratuit depuis un fixe, le numéro d'Enfance et Partage, bien sûr. Les titres. Marlène, avec cette affaire de Courbesac qui s'est transformé en manifestation pour la défense du chemin de fer. Voilà, l'inauguration du viaduc de Courbesac ce matin à Nîmes avec notamment 2 élus cévenols qui se sont mis en travers des voies bien pour dénoncer le délaissement de certaines lignes historiques comme le Transcévenol. C'était donc à l'occasion de cet ouvrage ferroviaire qui s'inscrit dans le programme de modernisation des lignes gardoises. Plus de 100 millions d'euros sont investis. Et puis le procès des parachutistes. Oui, du deuxième RPIMA. journée de ce procès des 6 soldats ou ex-soldats du 3e RPIMA de Carcassonne, tous impliqués dans cet accident du 29 juin 2008. Ce jour-là, 16 personnes ont été blessées lors d'une simulation de tir. Des balles réelles étaient mêlées aux balles à blanc prévues pour la démonstration. Alors comment ces balles réelles ont atterri là? C'est toute la question. On a notamment évoqué lors de l'audience l'existence de stocks parallèles propres au groupement de commandos parachutistes. Et puis je ne sais pas si Patrick Vignan y est pour quelque chose, mais à Montpellier, on envoie les enfants au champ. Oui, voilà. Ils apprennent en fait comment on labourait avec des chevaux de trait grâce à Vanina, que vous allez voir sur ces images. C'est le cheval de trait qui laboure les champs du Masnouvier. Et cette année, une nouvelle animation a donc été mise en place avec les centres de loisirs de Montpellier qui vise à initier les enfants aux travaux dans les vignes, mais aussi dans les ruches. Voilà. Et cette semaine, une 50aine de petits entre 6 et 10 ans ont pu en profiter. Et ça a dû leur plaire. Merci beaucoup Marlène. La météo, il devrait faire pas trop mauvais demain, mais on n'en est pas sûr. Et puis ça va s'améliorer ce week-end. Merci beaucoup, on est à la bourre. Le journal, c'est à 19h30. Tout de suite, on enchaîne avec l'économie. Combien de fois par jour? Elle fait les deux... Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président fraîchement réélu de la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc-Roussillon, mais vous êtes également toujours, alors l'élection, je ne sais pas dans combien de temps ce sera, président national de cette même hospitalisation privée. Vous faites un gros travail finalement également de reconnaissance de votre profession. Vous nous avez expliqué que c'est pas facile d'être clinique privée en France. Vous manquez de reconnaissance auprès du public et auprès également de l'administration. D'abord, c'est une grande fierté d'être réélu à la présidence de la fédération. Fierté parce que c'est une reconnaissance par mes pairs, mes collègues, et c'est vrai que c'est un mandat de 3 ans qui s'ouvre devant nous parce que c'est une équipe, et je suis ravi, enthousiaste de mener ce nouveau combat, comme vous le dites, déjà au sein de notre belle région, avec la maison de l'hospitalisation privée qui regroupe un organisme de formation. Nous faisons de la formation pour nos infirmières, nos aides-soignantes, et également de lutte syndicale. Vous l'avez dit, nous sommes méconnus, voire maltraités par les politiques actuelles et le gouvernement.
Pourtant, on a souvent l'impression, vous le dites vous-même d'ailleurs, en termes d'idées reçues dans le grand public, que les cliniques, ça marche, ça gagne de l'argent, ça choisit un peu parfois même ses patients. Et vous voulez nous expliquer que, en fait, c'est tout le contraire. Déjà, 8 millions de nos concitoyens font confiance à l'hospitalisation privée. 8 millions, c'est un patient sur 2. En région, c'est également le même nombre, parce qu'il y a 80 cliniques privées versus 80 hôpitaux. Et les idées, on la vie longue et malheureusement, elles nous sont défavorables. Dire que nous sélectionnons les patients est un non-sens et nous nous élevons contre ce parti pris, ce dogmatisme, parce que, un exemple simple, dans la région de Roussillon, il y a 16 services d'urgence privés. 11 publics. Ce qui veut dire que nous accueillons tous les patients qui se présentent à nos portes, 24 heures sur 24, sans distinction de couverture sociale et sans, bien évidemment, de compléments ou dépassement d'honoraires. Alors, pourtant, ils ont la vie dure, ces idées reçues. Les dépassements d'honoraires, par exemple, ça concerne quoi? C'est après, une fois qu'on a pris rendez-vous, c'est plus dans le privé que dans le public, ou c'est la même chose? Il faut savoir que les honoraires de nos praticiens sont bloqués depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, opérer une appendicite pour un chirurgien, ça représente un montant de 130 €. C'est totalement indécent. Donc les tarifs étant bloqués, ils sont obligés, les praticiens, d'avoir ce qu'on appelle des compléments d'honoraires, dans les deux secteurs, public et privé. Donc ce complément d'honoraires permet de faire face à leurs charges de plus en plus importantes. Il faut savoir, et c'est important, que ces compléments d'honoraires ne sont jamais appliqués en urgence. Jamais. Lorsque vous avez une situation d'urgence et que vous vous présentez à nos portes, il y a 0 dépassement d'honoraires. Donc égalité des chances et des soins pour tous. Et c'est vrai que cette sélection dite de patients est totalement usurpée et fausse. Nous ne sélectionnons pas les patients, nous prenons en charge toutes les catégories socio-professionnelles de nos concitoyens. Nous sommes là jour et nuit et 24 heures sur 24. Alors un combat pour la reconnaissance, pour clarifier les choses, un combat aussi avec l'administration, avec le gouvernement, parce que vous dites que les mêmes soins prodigués en clinique vous sont payés moins cher que s'ils sont prodigués en hospitalisation publique. C'est vrai ça? Prenons un exemple très simple, l'appendicectomie chez le jeune enfant. Elle est rémunérée honoraires inclus, dépassement d'honoraires inclus ou complément d'honoraires inclus, 2 000 € dans notre secteur. À l'hôpital public, notre voisin, c'est 3 000 €. Il y a pratiquement 50% des cas. Ça, c'est ce que la sécurité sociale reverse à l'établissement. Voilà. Pour le patient, le reste à charge est nul. Bien évidemment, il n'y a pas de reste à charge parce que nous appliquons les mêmes lois. C'est l'assurance maladie, la collectivité. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, alors que nous sommes tous, je dirais, contributeurs de l'assurance maladie, nous ne comprenons pas en tant que citoyens cette différence de tarification, donc de tarifs entre le public et le privé. Pourquoi un même acte n'est-il pas rémunéré de la même façon dans les deux secteurs? C'est pratiqué chez vous que si c'est pratiqué dans les établissements publics. Vous avez porté plainte ou vous avez fait des recours, y compris au niveau des plus hautes instances européennes, pour dénoncer cette situation. Recours au niveau de l'État français pour cette discrimination, bien évidemment. Ce sont des recours contre ce que l'on appelle la campagne tarifaire, parce que chaque année, nos tarifs évoluent, mais également plainte au niveau de la Commission européenne pour distorsion de concurrence, car il n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir pour un même service, un même patient, 2 tarifs différents. Alors le gouvernement a changé, ça n'a échappé à personne, ça va faire une petite année bientôt. Pourtant, vous aviez des rapports difficiles avec les gouvernements précédents. Là, ça s'améliore pas et voire même ça empire. Alors, je représente un syndicat apolitique qui est là pour la défense des usagers, de nos patients et de nos établissements. Donc il n'est pas question de se dire que l'on est pour ou contre un gouvernement, et le gouvernement précédent, j'ai également déposé des recours. La plainte contre l'État français était contre le précédent gouvernement. Bien sûr, ça perdure. Donc le gouvernement actuel, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons en face de nous une Assemblée nationale qui a été renouvelée, et nous devons travailler de manière forte et précise l'ensemble des parlementaires pour leur faire comprendre et connaître notre milieu qui est méconnu. Nous devons faire face, je dirais, à un parti pris pour l'hôpital public et nous en faisons malheureusement les frais tous les jours. Donc nous prenons notre bâton de pèlerin pour expliquer qui nous sommes et nous invitons les parlementaires à venir dans nos établissements pour qu'ils rencontrent les professionnels et qu'ils s'aperçoivent que nous prodiguons des soins de qualité
à un coût efficient, donc je dirais qui soit intéressant pour la collectivité, mais c'est compliqué et c'est difficile. Et c'est vrai que notre ministre, de par sa position, je dirais lorsqu'elle est arrivée à son ministère, de défendre systématiquement l'hôpital public, nous met en difficulté et nous pose un nombre important de problèmes, car on a l'impression que tout va pour le public et que les cliniques privées sont méprisées de manière assez forte et ce n'est pas acceptable. Sur la ville de Montpellier, 2 accouchements sur 3 sont dans le privé. Alors on dit justement souvent que les accouchements les plus difficiles sont faits par le public, c'est pour ça que ce serait plus cher pour la collectivité dans le public. Il existe, de par les tarifs, 2400 tarifs. Donc en fonction de la gravité du patient ou du bébé, si c'est un prématuré, vous avez un tarif qui est affecté à la pathologie. Donc quel que soit le secteur, vous avez des tarifs qui sont différents. Et je ne comprends pas pourquoi un même bébé, un même prématuré serait rémunéré 30% plus cher dans le public que dans le privé. Il n'y a aucune raison à cela. Et les maternités du privé sont également de grande qualité. Elles ont des niveaux, ce qu'on appelle niveau 2, qui sont des réanimations néonates et qui permettent de prendre en charge les prématurés et toutes les urgences médicales des mamans. Nous assurons 60% de la chirurgie. Lamine Garbi, vous diriez que dans l'hôpital public, c'est plutôt mal géré? Ils font des efforts de gestion. L'hôpital public est un grand vaisseau, difficile à restructurer parce qu'ils ont des contraintes aussi, je dirais, sociales qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas dire que l'argent est mal géré, ils ont des contraintes, mais il faut qu'ils arrivent à travailler avec les moyens que nous avons. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait 2 tarifs et 2 dotations différentes pour un même service. Compliqué d'imaginer que les gouvernements, quels qu'ils soient, vont arriver à réduire les charges des hôpitaux. Vous le soulignez vous-même, il y a des problèmes sociaux potentiels, puis les gens sont là, ils travaillent déjà, et compliqué d'imaginer qu'on va remonter votre tarif à vous, dans ce contexte économique qui est le nôtre, que tout le monde connaît, avec une réduction nécessaire des charges, des déficits partout. Le gouvernement ne va pas remonter vos On ne demande honoraires. absolument pas que nos tarifs remontent. On demande que ceux du public soient alignés sur nos tarifs, c'est-à-dire le tarif le moins cher. Nous ne demandons bien évidemment pas, en cette période de crise et de difficulté pour l'ensemble de nos concitoyens, d'avoir une augmentation de nos tarifs. Ce n'est pas le but. Nous demandons qu'il y ait une équité de traitement entre les 2 secteurs et que nous puissions travailler d'égal à égal avec l'hôpital public. Alors au milieu de ces critiques que vous faites, de ces constats, on constate quand même qu'en Languedoc-Roussillon, le secteur s'en sort pas trop mal, c'est ça, malgré des fermetures nombreuses ces dernières années. Il y a des regroupements, il y a la constitution de groupes assez solides. Languedoc-Roussillon a été précurseur dans les regroupements et les fermetures d'établissements. Il s'est organisé en filière de soins et les groupes régionaux qui composent l'hospitalisation privée de notre belle région sont structurés et sont bien organisés. Malheureusement, ce n'est pas le cas de France entière. En 20 ans, nous avons perdu 500 cliniques. En France ? France. C'est-à-dire qu'une clinique, tous les 15 jours, ferme ou se regroupe. C'est une évolution que nous dénonçons depuis des années. 30 départements en France n'ont plus de maternité privée. 30 départements. Donc, vous n'avez plus le choix de liberté. Vous n'avez plus la liberté de choix entre le public et le privé. Il y a 3 conséquences. Lorsqu'il y a un monopole public-privé, il y a une baisse de la qualité, une absence de choix et malheureusement une augmentation des coûts parce que le tarif du public est plus cher que celui du privé. Et on peut résumer la fonction publique en disant qu'eux, ils ont l'éternité et nous avons la précarité. Lamine Garbi, président de la Fédération régionale de l'hospitalisation, président également de la Fédération nationale. Merci. D'avoir été avec nous ce soir. Les aléas du direct continuent. Restez avec nous pour la 3e partie. À tout de suite.